Merci beaucoup Isabelle, merci de me recevoir dans ce lieu, dans cette association. Merci à Gisèle, ici présente, qui nous a mis en relation. Et effectivement, voilà, je vais vous parler alors rapidement parce qu'il a une vie extraordinaire, hein, un roman, sa vie est un roman, pour reprendre le titre d'un film, de Boris Gourevitch. Alors son nom n'est pas connu malheureusement, mais voilà, il devrait l'être. Parce qu'il est à l'origine, comme vous l'avez dit, dans le cinéma, des complexes cinématographiques. C'est-à-dire un établissement, un cinéma avec plusieurs salles. Puisque, voilà, pour la petite histoire, les premiers cinémas, ce sont des mono-écrans, des monosalles. Et dans les années 60, il y a une tendance qui vient des États-Unis. Et c'est Boris Gourevitch qui a véritablement initié cette tendance, ce concept, et il l'a diffusé à Paris et en France, et il a eu une multitude de salles de cinéma, et la famille ici présente est encore propriétaire de 3 des cinémas créés par Boris Gourevitch. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure. Alors Boris Gourevitch, il est né où ça, à Odessa, en 1897, et son histoire sera certainement, voilà, la famille sera certainement racontée par Alexandre. C'est un juif d'Odessa. À l'époque, Odessa est la première ville juive d'Europe. Hein, c'est Boris Cerny qui l'a écrit en 2022. Et son père est dans le bois, sa mère a 4 enfants. Et la famille va devoir quitter la ville d'Odessa au moment des troubles, au moment des pogroms, pour faire un long voyage d'Odessa, en passant par l'Italie, et en arrivant en France. Donc je vais très vite, hein. Boris Gourevitch il a fait des études de droit, j'ai retrouvé que c'était plutôt en Allemagne. Il rencontre sa femme qui est également originaire d'Odessa, il la rencontre je crois en Italie, et il arrive avec sa famille en France et il monte des commerces d'automobiles, en fait des garages. Ils ont plusieurs garages. Assez récemment, j'ai découvert de nouvelles adresses que je n'avais pas. Donc des garages à Puteaux, à Neuilly et à Paris, rue de la Comète. Il est naturalisé en 1927, donc il est français. Ce sera important pour la suite de l'histoire. Donc c'est un entrepreneur. Et il sent que l'industrie du cinéma a le vent en poupe dans ces années 30, puisque merci. Pour information, en fait, le cinéma est un art florissant dans les années 30, depuis les années 20 et les années 30. Il y a des salles de cinéma qui se créent, des salles prestigieuses, des plus petites salles. Les gens vont au cinéma, il n'y a pas la télévision, c'est un spectacle abordable. Alors ça dépend des salles, hein, il y a plusieurs catégories de salles. Et c'est un commerce florissant. Et Boris Gourevitch, avec le sens du commerce qu'il avait, il ouvre un cinéma à Saint-Lazare. C'est pour ça que j'intitule un des chapitres d'Odessa à Saint-Lazare, en 1938, donc vous voyez, quand même 10 ans après sa naturalisation, qui s'appelle le Cinévogue, et ce cinéma existe toujours sous le nom 5 Comartin. Donc il achète un lieu qui n'est pas un cinéma, il le transforme en cinéma. Il demande à un architecte de transformer ce lieu. J'ai découvert que c'était un café en salle de cinéma. Et il fait bien parce qu'il faut savoir qu'en 1938, l'année 1938, vous avez 400 millions de spectateurs dans les salles de cinéma en France. Aujourd'hui, c'est environ 180 millions. Vous voyez qu'il n'y a pas Internet, évidemment, il n'y a pas la télé. Pardon ? 200 millions. 200 millions, ok. Le spécialiste, 200 millions en France. Donc c'est un commerce florissant. Il monte son cinéma, le Cinévogue, dans le quartier Saint-Lazare. Alors il y a déjà quelques cinémas à Saint-Lazare. Il y a notamment dans la gare Saint-Lazare, il y a un cinéma d'actualité qui s'appelle le Cinéac. Donc c'est un petit cinéma de quartier, 440 places, une salle avec un balcon. Le cinéma marche bien. Le premier film, c'est Entrée des artistes de Marc Allégret avec Louis Jouvet. Voilà. Mais évidemment, comme vous l'avez deviné, la guerre éclate.
les Allemands arrivent à Paris et la collaboration s'installe. Et évidemment, tous les entrepreneurs juifs dans le cinéma, enfin évidemment non, c'est pas évident, vont devoir en fait liquider leur cinéma. Il n'est pas le seul en fait à avoir cette histoire-là. Le 3 octobre 1940, il y a une loi vichiste qui stipule dans son article 5 que les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes: les directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtre ou de cinématographie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en faisant pas mal de recherches, j'ai découvert qu'il n'était pas le seul à être un exploitant de cinéma juif et un exploitant de cinéma juif d'Odessa. À l'époque, déjà, avant la guerre, avant la collaboration, il y a déjà des papiers dans des journaux antisémites qui pointent du doigt les juifs du cinéma, les producteurs, mais aussi les exploitants, et on les nomme, et bon, je ne vais pas vous citer l'article, mais on les nomme. Alors il y a Jacques Haïk, vous le connaissez peut-être, il a créé l'Olympia et le Grand Rex. Vous avez Bernard Nathan. Bernard Nathan est un très grand personnage qui a pris en 1929 la direction de Pathé Cinéma jusqu'en 1935 et qui a ouvert des grandes salles de cinéma, dont le Marignan par exemple, sur les Champs-Élysées. Il y a Joseph Rittmann qui a ouvert des cinémas à Montparnasse, le Miramar et le Mistral à Alésia en particulier. Et il y a un exploitant assez connu qui s'appelait Léon Siritsky, qui est complètement oublié aujourd'hui. Il y a eu un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un descendant, et lui il est né près d'Odessa, à Mykolaïev, et il a été un très grand exploitant. Il a possédé le Max Linder, il a possédé le Moulin Rouge, le Biarritz, le Marivaux. C'était des grands cinémas d'exclusivité sur les grands boulevards ou sur les Champs-Élysées, et ils vont avoir plus ou moins la même histoire. Bernard Nathan, c'est un petit peu plus compliqué. Bernard Nathan, ancien propriétaire de Pathé, il a eu une histoire tragique, puisque son histoire, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu la faillite de Pathé, il a été emprisonné pour cela, et quand il était en prison sous l'occupation, il a été envoyé à Auschwitz, et il est mort à Auschwitz. Et c'était un grand producteur, puisqu'il a produit Les Misérables avec j'ai oublié son nom. Oui, Harry Bor, exactement. Et les croix de bois. Il était un grand producteur de blockbusters français dans les années 30. Il a ouvert des salles d'exclusivité, des salles de luxe, et il a eu un destin tragique et oublié. Alors, moins tragique, Boris Gorevitch, mais un petit peu oublié, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Et je suis l'auteur de ce livre, et Arnaud Chapuis, qui n'est pas là, est l'auteur des photographies, vous verrez, sur les photographies actuelles des trois cinémas. Rapidement, donc, Boris Gorevitch sent qu'il n'est pas bon d'être juif et propriétaire de cinéma avant les lois vichistes, et donc, comme beaucoup d'entrepreneurs de cinéma, en fait, il vend fictivement des parts à des associés, dans le but de les récupérer une fois que le ciel sera un petit peu plus paisible. Malheureusement, en fait, la machine antisémite s'emballe, puisqu'on parle vraiment d'antisémitisme. Pendant l'occupation, vous avez des coupures de presse où, là, on pointe du doigt, encore une fois, les juifs du cinéma, avec... Alors, je ne vais pas vous lire l'article, mais à la fin, donc l'article, c'est par exemple l'Édouard VII appartient à Nathanson, le Montrouge Théâtre, le Miramar à Rittmann, et à la fin, cette série de métèques n'est-elle pas d'un effet instructif? Donc voilà comment la presse collaborationniste pointe des entrepreneurs français naturalisés tous, et qui donc sont obligés de partir. C'est le cas de Boris Gorevitch. Il s'enfuit d'abord à Casablanca, à Cuba et aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis.
il va prendre un petit commerce, enfin, il va être exploitant forestier, donc son père était dans le bois, et il va prendre des nouvelles de son cinéma par l'intermédiaire de son directeur qui s'appelait, en tout cas, pas d'un associé, mais de son directeur qui s'appelait Gabriel Testenoir. Et Gabriel Testenoir et Boris Gourevitch vont correspondre, alors plutôt à la fin de la guerre, hein, quand le courrier sera rétabli, et vous lirez dans le livre, il va y avoir toute une correspondance extraordinaire, c'est des archives que j'ai retrouvées grâce à la famille Merle et Gourevitch, et je les en remercie, toute une correspondance entre ces deux hommes, Boris Gourevitch qui est coincé aux États-Unis, en Géorgie puis à New York, et Gabriel Testenoir qui continue à gérer le cinéma. Sauf que l'administration découvre qu'il y a eu une vente d'actions et que tout ça n'est pas très propre selon l'administration. À l'époque sont nommés des administrateurs qui vont en fait prendre l'entreprise et l'administrer, prendre l'entreprise juive et l'administrer. Voilà. Donc le cinéma va être ouvert pendant toute la guerre, il va marcher, il y aura des séances, mais il sera administré par un administrateur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je vous ai parlé de Joseph Rittman par exemple, et un autre exploitant qui s'appelait Weinberg, on retrouve toujours ce même administrateur provisoire qui s'appelait Jean Boisseau, et qui va prendre comme ça, qui va administrer les cinémas. Qu'est-ce qu'il est devenu ce Boisseau? Je ne sais pas. Je n'ai pas retrouvé ce qu'il a fait, mais en tout cas, bon, je pense que c'était pas bon à la fin de la guerre. Bon. Alors, donc cet administrateur, jusqu'ici, vous auriez pu me dire, bon, très bien, à la fin, il l'a récupéré, mais non, puisque vous avez des personnages qui vont vouloir acheter des cinémas pendant la guerre, ça marche bien, hein. Les Parisiens et les Français continuent à aller au cinéma, évidemment, et cet administrateur va vendre un bien spolié à une autre personne, un certain Maquin. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que, et dans la correspondance de Boris Gourevitch avec Testenoir, c'est que ce Henri Maquin, qui est un industriel et dirigeant de la compagnie parisienne cinématographique et de distribution, eh bien, en fait, il va à la Propagandenstaffel, où il y a non pas des biens à vendre, mais il fait des pieds et des mains pour acquérir des cinémas, dont le Cinévogue. Donc il achète à un prix très bas, il achète un cinéma qui ne lui appartient pas. Et vous imaginez la suite, lorsque la guerre prend fin, lorsque Paris est libéré, lorsque enfin Boris Gourevitch peut revenir, son cinéma ne lui appartient plus. Alors, entre-temps, ce Gabriel Testenoir va enclencher une procédure pilotée depuis outre-Atlantique par Boris Gourevitch pour récupérer son cinéma, et il le fait déjà sous Vichy, en fait, parce que, alors, c'est très procédurier, parce que il va pointer des anomalies, qu'en fait, il n'aurait pas dû acheter ce bien, que ce bien ne lui appartient pas. Et seulement quand la guerre est finie et quand Paris est libéré, toute la procédure est cassée, on va dire, parce que c'était la justice collaborationniste et non plus la justice de la libération. Donc il doit reprendre toute la procédure. Alors je vous passe évidemment tout ça, mais il doit reprendre toute la procédure pour récupérer ses biens suite à l'abrogation des lois vichistes. Alors il y a des articles justement sur l'abrogation des lois vichistes qui stipulent que est expressément constatée la nullité des actes suivants, de petits points, tous ceux qui établissent ou impliquent une discrimination fondée sur la qualité de juif par rapport aux biens mal acquis, en fait, les biens qui ont été acquis parce qu'ils savaient très bien que c'était des propriétaires juifs et ils avaient profité des lois anti-juives et des ordonnances allemandes. In fine, Gabriel Testenoir va récupérer, pour le compte de Boris Gourevitch,
le Ciné-Vogue, et ce sera en 1945, pardon, en 1945, le 16 mai très précisément. C'est un mercredi, jour de sortie. C'est un mercredi, jour de sortie des films. Il récupère les clés du Ciné-Vogue. Mais Monsieur Boris, comme il l'appelle dans sa correspondance, c'est très marrant à lire. Il y a toujours une forme de respect de Gabriel Testenoy envers Boris Gurevitch. C'est toujours Monsieur Boris. Mais Monsieur Boris est toujours coincé aux États-Unis pour, j'imagine, des histoires de visa. Voilà, c'est un sujet qui moi, m'a passionné. Et il n'est pas le seul, comme je vous disais, à avoir cette histoire-là. Joseph Rittmann, pareil, donc a dû récupérer les clés du cinéma Le Miramar et du théâtre de Montrouge à Alésia devant les tribunaux. Et ils doivent prouver en fait la propriété de leurs biens devant les tribunaux. C'est ce qu'on appelait les biens mal acquis. En fait, ils ont été acquis par des profiteurs de guerre. Alors, Boris Gurevitch, en fait, il ne s'est pas lancé dans une nouvelle procédure avec les nouvelles lois de la libération. En fait, il a transigé avec Maquin, avec Henri Maquin, pour récupérer son cinéma. J'imagine que les tribunaux étaient encombrés et il a préféré récupérer rapidement son bien. Vous êtes une seconde. Je pense effectivement que Boris Gurevitch était prêt à transiger très largement. Nous l'avons connu. C'était un homme d'affaires, il s'arrangeait, il fallait que ça aille vite. Et les principes juridiques n'étaient pas nécessairement le summum de ce qui comptait. Votre mot résonne. Oui, bien sûr. Donc voilà pour cette période obscure qu'il est important de rappeler, parce qu'il y a une véritable spoliation des cinémas, des théâtres. On parle beaucoup de la spoliation des œuvres d'art, mais il y a aussi des commerces qui se sont spoliés et des personnes qui n'ont pas récupéré leurs biens. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toute l'histoire de la Sogec. La Sogec, c'était une société créée par Alfred Greven. Alfred Greven a été un personnage assez important lors de la collaboration. C'était un Allemand. Il a monté deux grandes sociétés, la Continental Film, pour produire des films français avec des capitaux allemands, et il a monté la Sogec, qui est une société d'exploitation de cinéma. Et la Sogec, évidemment, a été créée à partir de biens, alors, soit spoliés, soit de propriétaires qui ont été forcés de vendre leur cinéma à des prix très bas et qui n'ont pas pu récupérer leur cinéma. Voilà, pour aller un peu plus loin, il y a un peu de littérature dessus, pas beaucoup, et ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau UGC s'est un petit peu construit sur ces biens, puisque le UGC était une entreprise nationalisée, et la Sogec a été nationalisée en fait par l'État français à la Libération. Donc quand vous allez au cinéma, n'allez pas au UGC, allez au Parnassien. Message reçu. Voilà. Donc, Boris Gurevitch revient à Paris, le Ciné-Vogue rouvre, et il a un instinct incroyable. C'est qu'il sent que, en fait, lui, il ne faut pas ouvrir des grands cinémas, des ciné-palaces, il faut ouvrir des petits cinémas, et notamment dans le quartier latin. Donc, il va ouvrir, par exemple, rue Champollion, il y a un cinéma que vous connaissez qui s'appelle la Filmothèque du quartier latin, et là, c'est Gurevitch qui a ouvert ce cinéma, qui est un ancien petit théâtre, dans le quartier latin, parce qu'il sent qu'il y a une clientèle étudiante, intellectuelle qui est là, et on peut passer des films et dans des conditions qui ne suscitent pas les mêmes conditions que les grands ciné-palaces qui existent encore. Le Champeau existe déjà, hein, il a été créé en 1938, et en 1956, Gurevitch ouvre voilà, le quartier latin. Il l'appelle le quartier latin, ancien théâtre du quartier latin. Un peu plus bas, dans le quartier Saint-Séverin, rue de la Harpe, il a une idée brillante, c'est d'ouvrir des petits cinémas, toujours pour cette clientèle estudiantine qui aime le cinéma. Le cinéma est un art désormais, il est enseigné à l'université. Il y a des films pour ce genre de public. Hein. Les grands films commerciaux restent sur les grands boulevards et sur les Champs-Élysées. Et c'est lui, en fait, qui va être très précurseur de ces petits cinémas du quartier latin,
et avec des films d'auteur. Donc il va ouvrir plusieurs cinémas. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas ils ont tous la particularité d'être petits. C'est des petites salles, c'est 200-250 places à l'époque, par rapport à, je vous rappelle que le Gaumont Palace de la place de Clichy, à cette époque-là, a 5000 places. Donc lui, au lieu d'ouvrir des grands ciné-palaces qui vont fléchir parce qu'on ne peut plus remplir des grandes salles, lui a l'idée d'ouvrir d'abord des petites salles dans des anciennes caves, des anciens dancing, rue de l'Arc, rue Saint-Séverin. Il a été le premier à ouvrir ces cinémas, notamment le Saint-Germain Studio, le Saint-Germain Huchette, rue de la Harpe, également ensuite le Saint-Germain Village. Il va aller rue du Dragon ouvrir en 1963 le Studio Dragon. Donc là, on est entre les années 60 et 65, je dirais. Lui, son quartier, c'est Saint-Séverin, des petites salles qui marchent bien. Il va aux États-Unis en 64, il rencontre un exploitant, M. Dorwood. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Dorwood est à l'origine du circuit AMC, qui est très connu aux États-Unis, c'est le premier circuit mondial. En fait, ce circuit s'appelait le circuit Dorwood et c'est devenu AMC, American Multiple Cinema, les cinémas multiples. Et il y va avec son architecte Bernard Sessac et il se dit, mais en fait, voilà, l'avenir, c'est les complexes, ce sont les complexes, c'est-à-dire une caisse, 2 salles, 3 salles, 4 salles, 5 salles. Évidemment, parce qu'il y a un afflux de films, il faut pouvoir les programmer, et c'est beaucoup plus rentable d'avoir plusieurs salles, petites salles bien remplies, qu'une salle pas remplie. Les professionnels ne me contrediront pas, je pense. Très bien remplie. Exactement. Et son génie, c'est d'ouvrir un cinéma qui n'existe plus malheureusement, là, qui s'appelait le Quintet. Il va très fort, il ouvre 5 petites salles. Alors c'est dans des vieux immeubles, au sous-sol, au rez-de-chaussée, dans des anciens appartements. Il crée de toutes parts. Alors j'imagine que la copropriété n'était pas forcément très enjoué d'avoir comme ça du bruit. Il faut savoir qu'à l'époque, Saint-Séverin est un quartier, c'est la première rue piétonnière de Paris, et c'est un quartier de jeunes, et il y a une cohue, et il y a beaucoup de monde qui va au cinéma, et notamment des jeunes, donc il gagne son pari. Il va ouvrir le Hautefeuille, qui existe toujours, il va ouvrir le Mayfair, qui n'existe plus dans le 16e, donc il s'écarte un peu, et surtout, il ouvre en 69 le Lincoln, l'Élysée Lincoln, qui existe toujours, 3 salles. Il devait y avoir 4 salles, mais je pense que la préfecture n'a pas autorisé la 4e salle, parce que là aussi, son concept, c'est je ne construis pas un cinéma sur une parcelle vide, je construis un cinéma dans un ancien commerce. Et là, c'était un restaurant de spécialité tchèque, et il réussit à ouvrir 4 salles, sachant que la 4e salle, vous m'avez emmené, Samuel et Louis, est à 20 mètres sous terre. Elle existe encore, c'est une salle de vision qui n'est pas ouverte au public. Donc, effectivement, à l'époque, il faut descendre les escaliers pour accéder aux salles. Dans la petite histoire, on trouve encore des endroits secrets qui étaient à peine montrés par les... On lance des travaux et en fait... on découvre des ascenseurs qui n'étaient pas prévus. Il faudra me les montrer. Voilà, donc l'Élysée Lincoln, il ouvre l'Élysée en 69 et c'est vraiment lui qui, avec le film Mort de Barbet Schroeder, en plus c'est un film qui a eu énormément de succès sur la jeunesse et la drogue, il ouvre son cinéma et là, il a l'intelligence d'ouvrir son complexe avec une caisse, 3 salles. À l'époque, le Marignan, qui est sur les Champs-Élysées, voyant le succès des complexes, le Marignan va faire la même chose. Le Marignan est une très grande salle de 2000 personnes. Les pâtés se servent du balcon et le sel pour faire 2 salles. Donc l'ancien orchestre, la salle 1, la 2e salle
l'ancien balcon. Mais à l'époque, il y a 2 caisses. Et le Marignan, la salle va s'appeler le Marignan et l'autre salle va s'appeler le Concorde. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout du concept que Gourevitch a initié, c'est-à-dire une caisse et 3 cinémas et basta. Le Vepler, ça va être pareil. Le Vepler s'est appelé le Vepler et le Caravelle, et il y avait 2 caisses séparées. Et là, on est en 67-68, et Gourevitch, depuis déjà 2 ans, il a initié ce concept, et ensuite, tous les exploitants vont diviser leurs salles ou construire des complexes qui vont devenir, dans les années 90, des multiplexes, où maintenant vous avez des dizaines, vingtaines de salles confère l'UGC Cinécité Les Halles en particulier. Donc voilà, c'est un précurseur. C'est le précurseur des multiplexes en France, et malheureusement son nom est oublié. Et juste pour finir, je voulais le dire quand même, c'est un homme de commerce, voilà, il sent les choses. Dans les années 70, il y a la libération des mœurs. Vous savez qu'il y a des films érotiques qui viennent de Scandinavie, qui rencontrent un énorme succès. Donc au début, c'est des films érotiques. Et puis, avant la loi sur le X dans les années 75, eh bien, lui a l'idée de calquer son modèle de complexe pour les films érotiques, pour les cinémas érotiques et pornographiques. Ça fait il va être un des exploitants qui va avoir le plus de salles pornographiques qui vont marcher énormément. Et je regardais les statistiques, je crois que c'est au milieu des années 70, un de ces cinémas fait plus d'entrées par an que des grands cinémas parisiens. Il est le 3e ou 4e cinéma parisien en termes d'exploitation pour son cinéma de... Je crois que oui, c'est 6 salles à l'époque. Pornographique. Voilà, il meurt en 80 et donc sa fille Laura va reprendre les rênes. Là, c'est une autre histoire, mais il faut la mentionner. Et Monsieur Merle ici présent et les enfants qui sont là. Donc, depuis 4 générations, Boris Gourevitch, enfin, la famille Gourevitch est exploitant de cinéma. Et les 3 cinémas restants sont, je l'ai dit en introduction, donc les 5 au Martin, qui sont l'ancien Cinévogue, le Lincoln, cinéma emblématique de la rue Lincoln près des Champs-Élysées, et les 7 Parnassiens. Au début, il s'est appelé les 5 Parnassiens, aujourd'hui les 7 Parnassiens. Il crée ça, là par contre, de toutes pièces, puisque l'immeuble des 7 Parnassiens a été construit en même temps que le cinéma. Et là, vous avez des grandes salles, et il a été vraiment pensé pour un cinéma. Voilà, donc les cinémas sont toujours là, allez-y, ils sont super sympas, et il y a toujours d'excellents bons films et d'animation. Et en plus, vous avez mis dans le hall des Parnassiens le portrait de l'arrière-grand-père. Et je trouve que c'est un bel hommage, parce qu'encore une fois, c'est des grandes personnalités qui ont transformé l'industrie de l'exploitation et qui sont totalement oubliées, et c'est dommage. Voilà. Voilà, donc maintenant Alexandre Gourevitch va nous parler un petit peu de l'histoire avant ces cinémas, j'imagine, en tout cas avant les cinémas. Je suis très heureux et très heureux et un peu inquiété, je veux dire, pourquoi d'être invité comme ça par les amis d'Odessa. Très heureux de voir qu'il y a autant de monde, très heureux de voir que Odessa vit manifestement auprès de vous tous. Un peu inquiet parce que pour moi, Boris Gourevitch n'était pas du tout odessite. Pour moi, ma famille, par conséquent, était plutôt originaire de... Alors, c'était des juifs plutôt du centre de l'Ukraine, c'est-à-dire si vous voulez, du gouvernement de Kiev, de la ville de Zlatopol. Ensuite, et c'est la fierté de notre famille, enfin c'est comme ça que ça m'était raconté, ils étaient devenus des marchands de la première guilde qui les autorisait à vivre au-delà de la zone interdite aux juifs, donc à Saint-Pétersbourg. Nos ancêtres ont construit tout un quartier de Saint-Pétersbourg aux côtés du métro Primorskaya, pour ceux d'entre vous qui ont Saint-Pétersbourg en tête, avec un architecte qui s'appelle Fomin.
Et donc pour moi, il n'y a pas de rapport considérable entre la famille Gourevitch et Odessa. Et puis, c'est vous le premier qui m'avez semé le trouble, puisque vous m'avez appris ce que je ne savais pas, que Boris était né à... Boris, c'est le premier de 4 enfants, et il est né pas du tout à Zlatopol, pas du tout à Saint-Pétersbourg, mais à Odessa. son frère, qui est mon grand-père à moi, est né à Odessa. Et là, je me dis quand même, qu'est-ce que signifie tout ça? Qu'est-ce que ce gars qui, pour moi, n'a rien à voir avec Odessa, a donc de décide? Et en fait, vraiment, grâce à cette invitation, quand vous voyez, qui m'enthousiasme, pour laquelle je ne cesserai de vous remercier, j'ai découvert qu'en fait, la famille, donc la génération antérieure qui précède Boris et Alexandre, mon grand-père, doit tout à Odessa, bien qu'il n'y soit pas né du tout. Et c'est ça que je voulais vous raconter un petit peu, la genèse de cette famille, qui, je pense, parlera à chacun d'entre vous. Donc, on est une famille de juifs nés d'un juif pieux, Baruch, et qui donc sont élevés, il y a de nombreuses fratries, mais les 2 frères aînés sont d'abord Samuel et ensuite Léon, dont nous sommes tous les descendants, et ils sont élevés dans une ambiance très juive à la campagne, grosso modo, comme on peut se représenter les shtetl, si vous voulez, du violon sur le toit, des choses comme ça. Et puis, donc jusqu'à présent, pas de rapport avec Odessa du tout. Et puis, il y a plusieurs glissements qui se produisent progressivement. Le premier glissement, c'est que, sans doute pour des raisons pratiques, les 2 fils aînés sont envoyés non plus à l'école juive, mais au gymnase russe. Ils deviennent russophones et ils deviennent, je dois le dire, russophiles. Non pas antisémites du tout, mais russophiles, et ils quittent l'uniforme obligatoire du juif. Ils portent avec fierté, c'est l'arrière-grand-père qui a écrit des mémoires extraordinaires, 20 pages, d'une puissance évocatrice extraordinaire. Ils portent l'uniforme de l'élève russe, la casquette de l'élève russe, ils parlent russe, ils se connaissent certainement yiddish, mais ils ont choisi de l'oublier, et les voilà projetés dans la société russe. Et ils en sont très contents, et entre autres, ils découvrent une chose qui était interdite à cette société juive, qu'ils découvrent progressivement et qui va compter dans leur vie. Ils découvrent la nature, puisque quand on est juif pratiquant, et qu'on est un homme, enfin pas une femme, on est porté vers l'étude, une étude qui se fait en intérieur, dans un cabinet comme celui-ci, où vous voyez que le spectacle de la nature n'est pas exactement central dans leur mode de leur vie quotidienne. Et ils vont s'intéresser à la nature qui vit tout autour d'eux. Et puis ensuite, progressivement, ils vont rompre un peu avec ces habitudes juives et disons de l'étude de la Torah. Et ils vont glisser un peu vers donc, la société russe. Et en même temps, ils vont glisser, là par une nécessité pratique que vous comprendrez, vers le monde des affaires. Car une fois qu'on se marie et qu'on a des enfants, il faut faire manger tout le monde, exactement. Et donc l'enjeu de ces gens-là, ça va être de, un peu comme Boris plus tard d'ailleurs, parce que Boris il a fait des études de droit, mais il a fait également des études de poète, de poésie. Il a composé de la poésie enfant en italien, puisqu'il a passé une partie après avoir, donc il est né en 1997, la famille part en partie pour l'Italie, il va être très grand connaisseur de la langue italienne. Vous allez retrouver, peut-être que d'entre vous ont fréquenté ces cinémas qu'a évoqué Axel, certainement, je pense. Et ce qui vous a sans doute frappé dans ces cinémas, c'est que vous avez vu beaucoup de films étrangers, chose qu'on a moins évoquée, qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais Boris Gourevitch va également être l'un des promoteurs du cinéma étranger à Paris, le cinéma italien, pour la raison de la filiation italienne que j'évoque maintenant, et le cinéma russe, puisque lui considère que l'URSS est une chose sans doute temporaire, il avait finalement raison, et que par conséquent, la culture russe doit être présentée à Paris. Peut-être aussi que les affaires dictaient un petit peu ça, mais je ne crois pas, je crois qu'il avait vraiment une sensibilité pour le cinéma russe. Et donc, on lui doit certainement, en partie, je pense, que le cinéma parisien, je veux dire les salles d'exploitation, sont aujourd'hui un kaléidoscope du monde entier, du cinéma du monde entier, comme aucune ville au monde
ne peut prétendre rivaliser avec Paris de ce point de vue-là. Et ça, sans doute que son itinéraire personnel, vous me le confirmerez ou vous me le direz si je dis des bêtises, mais il me semble que ça compte. Ah oui, mais, tout à fait. J'ai oublié de dire qu'il a pour le film Andrei Roublev de Tarkovsky, qui était interdit de projection par l'URSS, il l'a quand même sorti, ça a été un succès, donc oui, je confirme qu'il était amoureux du cinéma russe et italien. Il a été distributeur et producteur de films russes et italiens. Les grands cinémas, les grands films italiens des années 60, les grands comiques, Sordi, etc., c'est lui qui est des monstres, les nouveaux monstres, c'est lui qui va amener ça à Paris. Il va également, je crois, aider l'ambassade du RSS à racheter un cinéma qui à nouveau s'appelle l'Arlequin rue de Rennes, mais qui s'est appelé absolument, tous les cinéphiles évidemment non choisi par les soviétiques pour évoquer la toute-puissance aérienne et même céleste qui était la leur. Et donc voilà ce qu'on a. Donc Boris Boevitch est derrière ça aussi, et sans doute pas par intérêt financier, mais je crois par envie de faire diffuser le cinéma russe et russophone, qui est un cinéma extraordinaire, comme bien dire, même opprimé par le régime communiste. C'est un cinéma extraordinaire. Pour en revenir à la famille, ces deux frères vont se lancer dans les affaires, puisqu'ils racontent très bien qu'il n'y a pas tellement de choix. Soit tu es un minable petit commerçant russe méprisé et maltraité par les grands puissants, les tout puissants russes ou polonais dans cette région-là. Soit tu es simplement un élève et tu passes ton temps à étudier la Torah, et là c'est un univers pour lui un peu limité, qui ne l'intéresse pas. Soit tu rentres dans le monde des affaires, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Alors qu'est-ce que tu fais avec des juifs et quelles affaires est-ce que tu peux lancer? Et qu'est-ce qui va les attirer à Odessa? Eh bien, alors, Odessa, vous le savez, est une ville qui bénéficie de beaucoup d'avantages, c'est une ville neuve, donc qui bénéficie d'avantages juridiques, et donc il va devenir un port, un grand port d'exploitation, par loin de la région de Tchernosium, d'exploitation agricole céréalière. Mais ce n'est pas encore ce qui va intéresser ces juifs-là. Ce qui va intéresser ces juifs-là, ça va être l'exploitation de la forêt, de la sylviculture, et vous aviez très justement évoqué que Boris va retenter sa chance quand il a vraiment rien d'autre à faire en Amérique pendant la guerre. Et ils vont se lancer dans l'exploitation sylvicole, mais pas du tout en leur nom propre, parce que vous savez tous, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ici quand même êtes juifs, pas tous, mais sans doute un certain nombre, les juifs n'ont pas le droit d'acheter des terres et d'en être propriétaires, mais ils vont faire l'office d'intermédiaire au nom de la noblesse russe, qui elle ne va pas se commettre à des choses aussi vulgaires que le commerce et l'achat, mais qui va trouver les bons petits juifs qui vont bien vouloir le faire pour eux. Et ces juifs vont être favorisés par un certain nombre de facteurs. D'abord, une grande politique de russification de toute cette région sud de la Russie, qui est occupée traditionnellement par un peu des Allemands, et puis également par des Polonais. On cherche à chasser les Polonais de ces terres-là. Et donc, le rachat de ces terres par la noblesse russe va être l'un des instruments de la promotion sociale, en fait, de la famille Boevitch. Celui qui n'est pas notre ancêtre direct, Samuel, est vraiment l'âme du business, le visionnaire de l'affaire, celui qui va trouver les clients. Et puis notre ancêtre à nous, Léon, Leiba, Lief, enfin Lyon, si vous voulez, lui est plutôt l'administrateur, le gérant. Et ils vont donc progressivement se lancer là-dedans. Alors attention, ça n'est plus du tout les exploitations, les propriétés de la noblesse russe qu'on va voir dans Gogol, les âmes mortes, Pouchkine et ce que vous voulez. C'est plus des exploitations séculaires qui végètent et où on est propriétaire à la fois des terres et, comme vous savez, également des paysans qui y habitent. Vestiges du Moyen-Âge qui subsistent en Russie jusqu'en 1861, comme vous savez. Il s'agit là d'achats faits pour exploiter. Et il y a toutes sortes d'outils qui vont aider à exploiter, et c'est là qu'Odessa devient important, toutes sortes d'outils qui vont aider et favoriser l'exploitation de ces terres sylvicoles. D'abord les canaux. Il y a beaucoup de canaux qui sont construits, on en voit beaucoup en France, mais il y en a également beaucoup en Russie qui vont s'installer, et qui vont descendre, pour beaucoup, en direction
Merci. Ensuite, nous avons également le chemin de fer qui s'installe en 1866 entre Kiev environ et Odessa, et qui lui évidemment va avoir l'importance de ramener, de permettre tout ça, le transport beaucoup plus aisé du bois, et donc l'exploitation du bois devient possible. Et puis dernier élément, qu'est-ce qui manque encore pour faire des affaires? Quand on a moyen de transporter, quand on a du bois et quand on peut racheter les terres, qu'est-ce qui est encore le nerf de la guerre dans toute affaire? La banque. Absolument, la banque, bien sûr. Et la banque va se développer beaucoup à Odessa. Au départ, c'est une banque qui finance plutôt l'agriculture. Et puis ensuite, c'est une banque qui va se trouver encouragée par ses succès et qui va devenir... Alors, il y a une vraie transformation dans la banque, puisque la banque existait avant en Russie, mais c'est une banque de dépôt, c'est une banque... j'ai de l'argent, où est-ce que je le mets? Je ne le garde pas chez moi, je le mets à la banque. Là, c'est plus ça. Là, c'est une banque d'affaires qui prête des capitaux dans l'intention que ces capitaux rapportent et grossissent et grossissent. On n'a plus du tout la même exploitation. Et c'est évidemment cet argent qui va permettre à l'essor de Odessa, et puis au passage l'essor de la famille Gourevitch, et l'essor de toute l'exploitation agricole qui va venir inonder toute l'Europe centrale par les canaux, et puis au-delà par les bateaux, toute l'Europe occidentale, qui est aujourd'hui devenue la nôtre à tous. Évidemment, la demande est encouragée par le fait qu'il y a une industrie qui se développe et qui a besoin de bois. Et donc tout ça se tient merveilleusement. Et Odessa va donc jouer un rôle essentiel. Et c'est pour ça que j'ai appris, merci encore, que très vite, la famille qui se lance dans les affaires où elle peut, va s'installer très vite à Odessa, parce que c'est là qu'il y a des affaires qui se font, et c'est là qu'il y a du capital essentiellement, parce que ces gens-là, la famille, a très vite l'idée de racheter des propriétés agricoles que les Allemands, que les Polonais sont en train de vendre pour pas cher, parce qu'ils sont obligés de vendre, et puis parce qu'ils ne se doutent pas de la valeur extraordinaire de ces forêts qui tout d'un coup sont exploitables. Donc pendant des décennies et des siècles, elles étaient inexploitables, et voilà exploitables. Et donc ces deux frères-là vont se lancer dans cette activité économique-là. Alors j'ai relevé dans l'extraordinaire mémoire de celui que nous appelons nous grand-père, quelques noms d'Odessites qui sont des prêteurs et des investisseurs dans ces affaires. Et j'ai pensé citer ces noms de famille, parce que je me dis que peut-être qu'il y avait des descendants parmi vous ici, et que ce serait quand même trop bête de ne pas se retrouver 190 ans plus tard, madame, pour se retrouver ensemble. Je vais vous citer quelques noms, et on ne sait jamais, ça va peut-être faire tilt. Il y a les Kogan, les Brodsky, évidemment de la ville de Brody. Il y a ensuite, alors mon écriture est à peu près illisible, donc je vais peut-être un petit peu écorcher les noms. Il y a les Rally, il y a également, ça c'est illisible, je laisse tomber, il y a les Khan, Morton, très bizarrement, il y a les Gualino, ça c'est une famille importante pour nous, puisque c'est avec eux qu'on se retrouvera en Italie plus tard. Alors il y a des noms illisibles, c'est pas possible d'écrire comme ça. Et ensuite il y a des noms beaucoup plus russes, il y a Nestorev, Novikov, puis les généraux Roche, vous savez qu'il y a beaucoup d'Allemands russes, d'origine allemande, qu'on trouve également beaucoup dans l'Empire russe. Non, pas de descendants que nous ici, bah, écoutez, je suis très déçu, mais c'est comme ça. Donc, et la dernière chose qui va faciliter un petit peu tout ça, que je n'ai pas un petit peu évoqué, il y a évidemment l'assainissement des marais, ça c'est une chose importante, et c'est déjà le succès d'Odessa, il va aussi tenir beaucoup à ça, n'est-ce pas? Et puis enfin, la dernière chose que j'ai découverte grâce à ce génial mémoire, c'est que, plutôt grâce au chemin de fer, il y a donc d'une part l'abolition du servage, mais il y a également beaucoup de mouvements de population qui se font, et de gens qui finalement cherchent du travail, et qui vont notamment aller s'installer dans ces terres qui deviennent des terres qu'on se met à exploiter beaucoup plus activement. Et donc vous allez avoir un mouvement de population considérable qui va permettre de mettre les ressources face aux besoins, chose qui ne se faisait pas du tout en Russie, ça c'est un truc tout à fait nouveau. Et les ressources face aux besoins, ben, ça donne des résultats merveilleux, et tout d'un coup, la Russie se trouve exploitée. On a un peu l'impression, en fait, quand on lit ce mémoire, on a l'impression d'une Russie endormie, qui se réveille, et que quelques-uns profitent un peu de cette vague-là, et vont être parmi ceux qui vont réveiller la Russie. Et au fond, moi j'ai vécu dans la Russie des années 90, puisque je suis né en France, mais j'étais curieux, donc je suis allé travailler quelques années là-bas. Donc après le décès bien heureux du communisme, et j'ai trouvé la même chose au fond. C'était une Russie endormie par le communisme, dont les ressources étaient sous-exploitées,
et qui se trouve exploité de manière un peu plus méthodique à partir des années 90. Entre autres choses, parce qu'il y a des entrepreneurs pour remuer un petit peu le truc. Alors là, c'est plutôt des entrepreneurs voleurs, aussi dans les années 90, c'est comme ça. Il y a du capital également qui va venir un petit peu remuer tout ça. Et puis il y a des débouchés, tout d'un coup nouveaux, puisque la Russie soviétique était fermée, mais que la Russie post-soviétique est ouverte. Et donc il y a un nombre de parallèles vraiment extraordinaires entre le réveil de la Russie que nous avons tous, dont nous avons tous été témoins dans les années 90. Je trouve que ça finit pas très bien en ce moment, mais bon, peut-être que l'avenir est long et on verra de quoi les cycles longs sont faits. Et ce qui se passe dans la Russie des années 1890, 1900, 1910. Et là, j'ai compris, merci encore, à cette réunion, qu'en fait, Odessa est vraiment l'élément clé, le moteur, le pivot de tout ça. Bon, et ensuite, ce que j'ai appris, c'est ce que vous savez tous déjà, c'est-à-dire que c'est une ville nouvelle, créée par la Russie pour contrer l'Empire ottoman, et donc qui bénéficie grâce à ça de beaucoup de privilèges qui lui sont accordés par la couronne russe, qui ensuite bénéficie certainement d'une ambiance beaucoup plus ethniquement mélangée, et certainement beaucoup plus ouverte. Et ce qui frappe par exemple dans le mémoire du grand-père qui raconte, c'est qu'il dit que autant dans la Russie ou dans la Pologne au fond, parce que l'Ukraine c'est la Russie, mais les habitants sont des Polonais, et puis la tradition, c'est une tradition comme ça, c'est partie de l'Empire de Pologne. Là, chacun vit dans sa classe, et tout se passe bien tant que tu vis dans ta classe. Tu es petit juif, tu restes petit juif, tu es noble polonais, tu restes noble polonais, tu es baron allemand, tu restes baron allemand, tu es paysan ukrainien, tu restes paysan ukrainien. À Odessa, pas du tout. Et moi, j'ai connu ça finalement à Moscou aussi dans les années 1990. Le monde est beaucoup plus fluide, les sociétés se rencontrent, les différents milieux acceptent de vivre un peu les uns avec les autres, et de travailler ensemble, et de se connaître les uns les autres. Et voilà, je crois, le cadre un petit peu dans lequel va émerger cette famille Gourevitch, qui donc, dont l'ancêtre Baruch est un juif pieux à Papillote. Et ensuite, dès la génération d'après, une transformation qui va s'effectuer d'un milieu qui devient russophile, mais qui en fait, plus que d'être russophile, est un milieu qui s'ouvre en fait sur le monde moderne, qui accepte et qui voit les transformations du monde, qui ne voit plus le monde immuable, mais qui au contraire voit ce qui change dans le monde. C'est toujours la rhétorique de l'existence, hein, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est toujours la même chose. Eux embrassent plus le changement et la nouveauté, et c'est ce qui va nous conduire donc, dans une première génération à ces gens-là qui vont prospérer, et comme il le dit très bien, prospérer, mais aussi porter des affaires tellement écrasantes qu'au fond, ils deviennent riches, mais pas considérablement riches. Tout ça est effacé évidemment pendant la Révolution, mais ils vont vivre une vie exaltante, une vie où tu as le sentiment d'être important, une vie où tu as l'impression de transformer le monde. Et Boris Gourevitch va, vous l'avez tellement bien expliqué et raconté plutôt, plus qu'encore qu'expliqué et raconté, va reproduire finalement ce même schéma-là, puisqu'on en a un homme qui prend des garages, qui arrive dans un truc, ben, tout le monde fait des garages, fait des garages, et puis ensuite il va prendre le cinéma, et il va dire, ben non, le cinéma, je souhaiterais que le cinéma ne soit pas comme il était, et je vais transformer le cinéma. Et il me semble que c'est ce que monsieur a si bien raconté. Et donc voilà, je voulais vous offrir un petit peu ces perspectives-là très odessites, avec mes remerciements de m'avoir fait découvrir en fait la dimension odessite de notre famille, chose que j'ignorais parfaitement jusqu'à maintenant. Donc je suis très reconnaissant à tous les amis d'Odessa qui ont bien voulu me faire découvrir ça pour ma part. Voilà. Merci.